Nick Kyrgios, idiot ou génie absolu? On va se poser la question dans cette vidéo, on va en débattre dans les commentaires. Novak Djokovic, mon analyse de ce monstre mental et la performance hallucinante, exceptionnelle de 11 Jabber face à Carbinet Muguruza. C'est le programme de votre nouveau digest de Wimbledon. Installez-vous confortablement, mettez-vous une petite cup of tea en backup et on attaque tout de suite avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec juste un gif, c'est totalement gratuit. Donc le match de Daniil Medvedev hier, regardez le ramasseur de balles, le pauvre. Belle petite glissade, hein. On voit ça tire bien sur le popotin. Ok, c'est un bon départ, let's go. Allez, un peu de sérieux pour traiter cette prochaine actualité. La liste des joueuses et des joueurs tombés pour la France, morts pour la patrie à Wimbledon. Déjà, on est au 3e tour et il y a déjà plus personne, donc c'est très bien. En forme de la quantité, il y avait beaucoup de joueurs français dans le tableau final masculin et féminin sur ce Wimbledon. 3e tour, plus personne. Eh ouais, c'est comme ça, il n'y a pas trop de qualité pour l'instant. Hugo Humbert en plus qui tombe sur Nick Kyrgios, dont on va parler dans quelques instants. Constance qui nous rappelle que ça fait depuis 40 ans qu'on n'avait pas connu pareil Bérésina. Après, c'est pas non plus, on tombe pas des nues, hein. On sait que depuis quelques années, il y a un creux générationnel. On est en train de le vivre, on est en plein dedans. Est-ce qu'il va y avoir une résurgence des petits joueurs comme ça qui vont débarquer à droite à gauche, hein, des petits jeunes pour éventuellement arriver après le Big Three? On l'espère vivement. Pour l'instant, on mange un petit peu, eh bien, du caca. Et on enchaîne avec le débat du jour. Nick Kyrgios est-il un génie absolu ou un idiot fini? On va essayer de trancher, hein, dans cette vidéo. Vous pourrez aussi me donner votre avis dans les commentaires. On va rebondir sur quelques citations qui sont ressorties de ces derniers jours. Aussi, je vais vous montrer une petite image, hein, sympathique. Donc, on attaque avec Nick Kyrgios et qui parle de son absence sur le circuit pendant plusieurs mois. Il explique: c'est pour ça que je n'ai pratiquement pas joué de l'année. Je me connais, je ne me raconte pas de conneries. Nick, est-ce que tu te sentiras bien mentalement toute l'année si tu enchaînes les semaines dans des bulles? La réponse est non, donc je n'ai pas joué. Donc ça, déjà, on peut voir qu'il y a une forme de lucidité, c'est-à-dire que tu sais que tu vas pas être heureux dans la bulle, tu préfères couper et ne pas participer à ce cirque de mercenaires. C'était un petit peu ça une période, hein, dans la saison. Des joueurs comme Benoît Paire par exemple, eux ont décidé d'y aller, de prendre les prize money. Après, chacun décide, hein, en fonction de sa sensibilité, en fonction de sa priorité aussi dans la vie. Est-ce que c'est être heureux et trouver du plaisir à jouer au tennis, ou est-ce que c'est tout simplement courir un petit peu après l'argent et un lifestyle assez séduisant quand même, parce que tu passes de ville en ville, d'aéroport en aéroport, c'est peut-être pas très stylé ça, mais de bar en bar peut-être pour certains joueurs. Voilà, tu fais ton choix. Pour Nick Kyrgios, c'est clair, pour lui, ça n'avait aucun intérêt de jouer au tennis sous bulle. Après, Wimbledon, c'est quand même sous bulle, mais bon, il n'est pas à une anomalie près en termes de pensée. Une autre citation intéressante qui, je l'espère, va vous permettre d'alimenter votre réflexion par rapport à Nick Kyrgios, c'est celle-ci: ne pas gagner de grand chelem ne me dérange pas. C'est assez choquant pour certaines personnes, je pense, parce que quand même le but, hein, quand tu joues au tennis, c'est de remporter les plus grands trophées. Je sais que ça va mettre beaucoup de gens en colère. Ça, je pense qu'il va y en avoir dans les commentaires. Il devrait faire ci ou ça, etc. Sauf que non, c'est ma vie, pas la vôtre. M'amuser, faire le show, ça me suffit. Tout le monde ne peut pas être Djokovic ou Federer. Et ensuite, juste en bas, on parle d'athlètes hors normes qui inspirent des millions de gens. Ce sont des dieux, moi aussi je les vois comme ça. Mais je pense qu'on a aussi besoin de gens auxquels on peut s'identifier, qui amènent de nouveaux fans, qui sont simplement normaux. J'en fais partie. Donc là, c'est clair qu'on a une situation qui est hyper intéressante. Il y a moyen d'en discuter pendant des heures et des heures, mais on va se concentrer sur l'essentiel. D'abord, le thème de l'ambition. Je pense que ça peut être choquant pour certaines personnes de se dire: alors certes, tu es un joueur de tennis, tu vas essayer d'aller au très très haut niveau, mais tu n'as pas cette ambition d'aller gagner un grand chelem. Pourquoi? Parce que les mecs, tu les considères comme trop forts. Kyrgios en plus, qui a tendance à se vanter d'avoir battu le Big Four. L'autre partie très intéressante dans cette citation, je trouve, c'est quand il parle de gens normaux comme lui. Alors lui, il se considère comme normal. Je vous pose la question: est-ce que vous croyez que Nick Kyrgios est vraiment tout à fait normal? Qu'est-ce que la normalité? Est-ce que la normalité, c'est d'être comme Novak Djokovic, comme Roger Federer ou comme Nick Kyrgios? Déjà, est-ce qu'ils ont des vies normales? Il y a aussi peut-être cette définition-là à avoir. Moi, je trouve personnellement que un mec comme Novak Djokovic, par exemple, est-ce que c'est vraiment normal, entre guillemets, de consacrer 15-20 années de ta vie à chasser un objectif pour essayer de déloger une personne qui a des records et toi, tu veux essayer de passer au-dessus? Est-ce que c'est vraiment normal? Est-ce que c'est vraiment au niveau psychologique quelque chose de sain? On va en parler d'ailleurs, hein, de la mentalité, de ce mental de monstre de Novak Djokovic dans le coin tactique. Il y a peut-être cette question-là qui mérite d'être posée, comme celle aussi de la projection, c'est-à-dire que quand on regarde du sport, on a envie d'avoir des comportements irréprochables, on se dit aussi les sportifs doivent être des modèles, des exemples pour la jeunesse. Je trouve pas. C'est leur métier, comme vous êtes peut-être boulanger, charcutier, postier. Eux, ils sont joueurs de tennis, ils n'ont pas à inspirer les gens sur un cours de tennis, à avoir des comportements irréprochables. Ça reste des humains qui sont régulièrement placés dans des situations de tension extrême, et chacun réagit d'une manière différente. Certains vont exprimer de la colère, certains vont être un peu plus intérieurs, certains vont être un peu dubitatifs, comme Fognini par exemple. Donc chacun réagit à sa façon. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces citations. Est-ce qu'elles sont décevantes pour vous? Est-ce que c'est pas digne d'un athlète de haut niveau? Et puis on passe à la prochaine séquence. Alors il y a les mots, c'est très bien.
bien, mais il y a surtout les actions, et on le sait, Nick Kyrgios est un entertainer de génie. On l'a vu sur son match contre Mager, nous refaire la séquence qu'il nous avait proposée à Washington en 2019, rappelez-vous, contre Tsitsipas et contre Medvedev. Il avait demandé à une personne dans le public de lui donner la zone pour servir, il l'a refait ici. Ensuite, donc il a réussi à remporter son match, il est revenu vers la personne et il lui a dit bah je peux pas t'enlacer parce que voilà, le Covid, on peut pas trop se toucher. Bref, on revient au sujet de la vidéo. Est-il un génie ou est-il un idiot? Je penche quand même assez largement du côté du génie. C'est un mec qui est arrivé, qui s'est pas du tout entraîné, qui est capable de taper Humbert, qui est dans une forme exceptionnelle, qui a remporté Halle juste avant. Donc c'est vraiment un génie du tennis, c'est un petit peu le Ronaldinho du tennis, comme disait Maestro dans un tweet. Donc il y a ça, il y a aussi la part d'idiotie qui fait partie du personnage, qu'on a vu à Rome, qu'on a vu à Cincinnati, rappelez-vous contre Khachanov, à Rome contre Ruud. Donc c'est un mélange des deux, c'est ambivalent, c'est un personnage qui est gris, il y a de la nuance, il y a des choses à prendre, il y a des choses à condamner, c'est ça aussi, je pense qu'il faut pas le juger d'une manière trop définitive, mais ça reste pour moi un joueur qui, à sa manière, est très important pour le circuit ATP, pour son rayonnement, pour attirer un certain type de fans, des fans qui sont peut-être plus là pour la déconnade. Donc en tout cas, Nick Kyrgios, pour moi, j'ai choisi mon camp, plutôt un génie, je vous laisse en débattre dans les commentaires sous le player. Et on enchaîne ce côté réseau avec la dernière information, le match peut-être de la quinzaine, c'était absolument exceptionnel, on a vibré avec 11 Jabber, quelle joueuse formidable. On me demande parfois mais pourquoi tu parles pas de tennis féminin? Eh bien voilà la séquence féminine de ce numéro. 11 Jabber, quelle créativité, quelle main, des slices, et regardez cette séquence, donc on a le chop de coup droit, replacement, et derrière revers sauté long de ligne. Enfin il y a tout eu, franchement c'était absolument fantastique. Regardez cette joueuse, elle est magnifique, elle le mérite. On l'a vu vomir d'ailleurs un petit peu à la fin du match, peut-être prise par les nerfs avant de conclure. Sublime joueuse, vraiment 11 Jabber, gros coup de cœur. Mangez-en. Et on enchaîne avec le coin tactique, mon analyse du monstre mental qu'est Novak Djokovic. Je vous ai sélectionné 3 petits points très intéressants. Attention, sur ce match contre Kudla, il a eu des difficultés. Ça a été laborieux, notamment dans le 3e set, avec un tie-break qui a été conclu difficilement. On a senti que la raquette était lourde d'un côté Novak, mais il y a quand même 2-3 points très intéressants. On va les voir dans la première palette. On attaque donc avec la première palette, et on voit un Novak Djokovic qui applaudit un passing long de ligne de Kudla ici. Novak Djokovic qui applaudit très spontanément, et je sais que certains se posent la question, est-ce que c'est fair play, ou est-ce que c'est une manière un petit peu de supériorité, de condescendance? Je pense que Novak Djokovic, il fait ça pour se reconfigurer, pour se refocus sur le point d'après. En gros, good job, bien joué, coup très bien exécuté, et surtout, je pense que c'est une manière pour lui de garder le contrôle sur ce qu'il ne peut pas contrôler, c'est-à-dire quand l'adversaire réussit un coup extraordinaire que lui ne peut pas ramener. Je pense que c'est une manière de garder le contrôle, c'est très important pour la suite et pour la deuxième palette. La deuxième phase, après les applaudissements pour Novak Djokovic, c'est l'énervement. Quand les choses ne tournent pas rond, quand l'exécution n'est pas assez bonne, et il peut être un petit peu en colère. Alors là, c'est souvent vis-à-vis de son clan qui va s'exprimer. J'ai fait le rond mais n'importe comment, voilà, c'est mieux. Vis-à-vis de son clan qui s'exprime, qui montre aussi que il est insatisfait de son niveau de jeu. Il y a ce degré d'exigence qui est très important avec Novak, et quand il est pas satisfait, il a tendance à s'énerver, c'est surtout par rapport à lui-même. Et ça fait écho au premier point, c'est-à-dire comment est-ce que tu contrôles l'incontrôlable en tennis, parce que les fautes directes, ça fait partie de ce jeu, c'est l'essence même de ce jeu. On fait des fautes, on fait des coups gagnants, c'est impossible de faire un match avec 0 faute directe, ça n'arrive pas, il y a forcément un moment où tu vas te décentrer, où tu vas faire une faute directe. Mais Novak Djokovic, il a ce degré d'exigence qui est énormissime et qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, je vous apprends rien. Et ça aussi, ce caractère, cette façon d'extérioriser sa déception quelque part de pas réussir un coup juste, ça fait partie du personnage et c'est ce qui fait de lui un monstre mental absolu. La troisième et dernière phase chez Novak, c'est la libération de tension. C'est très important pour lui quand il est embarqué dans des matchs un petit peu difficiles. On se souvient du match contre Berrettini à Roland Garros. Là, c'était un profil assez similaire contre Kudla, avec des difficultés dans le 3e set, avec un Kudla qui a très bien joué avec son jeu à plat, qui lui a posé des difficultés. Et Novak, il y a un moment donné où il en a marre d'avoir le public contre lui, parce que là, on a vu le public encore une fois qui supportait Kudla. Et il va le chercher, il va le challenger un petit peu à la manière de Medvedev, peut-être encore plus expressif, plus explosif, Novak. Mais voilà, c'est une façon pour lui de montrer qu'il a le contrôle, de montrer que c'est lui qui est en maîtrise. Et là, on l'a vu, même ballotté, même avec un niveau de jeu un petit peu sinusoïdal sur cette partie, il reste là au niveau émotionnel, il reste là au niveau mental. Et je pense que ces 3 éléments distincts font de lui l'un des meilleurs joueurs au niveau mental de l'histoire de ce jeu. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec la reco du jour. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous et une mauvaise nouvelle. La mauvaise
mauvaise nouvelle, on va commencer par ça, je serai incapable demain de faire un digest. J'ai un impératif familial qui m'empêche de pouvoir tourner cette émission demain, donc on se retrouvera lundi, ne vous inquiétez pas, je récupérerai mon retard dimanche, je regarderai les matchs importants pour pouvoir être au taquet lundi. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, ce sera sûrement à partir de 20 h, on aura le match entre Andy Murray et Shapovalov à vivre ensemble avec la communauté des GOAT, donc n'hésitez pas vraiment à passer, ça va être extrêmement stylé. Et pour les autres, on se retrouve donc lundi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des fraises.